Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala mawna rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chères sœurs et chers frères, bienvenue sur votre émission Débat de société sur la chaîne MFTV. Donc aujourd'hui, nous avons choisi un sujet et un thème qui fait polémique, surtout dans le monde de l'enseignement, qui est faut-il remettre ses enfants à l'école? Alors la plupart d'entre nous sont des parents, mais aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur, je dirais, le plateau de MFTV. Nous avons avec nous Inès Al-Farouqi, qui est institutrice donc, en région parisienne et qui a le niveau du CE1 pour cette année. Nous avons avec nous M. Mohamed Diouri, qui est directeur du collège Éducation et Savoir dans la région parisienne aussi. Nous avons Madame Hanan Shafir, qui est médecin généraliste dans la Seine-Saint-Denis, donc en région parisienne aussi. Et nous avons un enseignant de collège, Monsieur Mortar Seriket, qui est prof de techno, donc, et lui du côté de Mulhouse. Donc nous avons les deux grandes régions qui étaient les plus touchées, donc la région de l'Est et la région de l'île parisienne. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de MFTV. Merci. Merci. Alors, pour la première question, je dirais la question qui fait polémique, faut-il remettre les enfants à l'école? Donc, nous sommes parents avant d'être chacun d'exercer son métier. Moi, j'ai le niveau maternel, donc ma fille ne reviendra pas à l'école maternelle, donc elle est fermée. J'ai le niveau collège, donc on m'a dit qu'elle va revenir 2 jours par semaine et donc à des groupes alternés. Et du coup, ça sera plus du gardiennage que de la pédagogie, puisque le mois de juin, il n'y a pratiquement rien du tout. Alors, de votre côté, est-ce que vous avez qui a remis ses enfants à l'école, qui ne l'a pas remis et pourquoi? Moi, j'ai remis mes enfants à l'école. Ils sont en élémentaire tous les deux, CE1 et CM1. Et je les ai. D'accord. Donc, vous n'avez pas eu de problème pas d'angoisse, ça a été bien géré. Au niveau sanitaire, j'avais absolument aucune angoisse. J'aurais même préféré les remettre plus tôt. Et je ne les ai pas remis parce que je trouvais que l'école était très angoissée et très anxiogène. Donc, l'ambiance n'était pas du tout propice pour remettre les enfants. On a reçu des communications de la directrice et des enseignantes. On a compris que ce n'était pas l'école, c'était une garderie. Une garderie même plus ancienne qu'une garderie normale. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas remis. Et au final, on a fini par les remettre parce qu'on s'est dit, même si c'est une garderie, l'intérêt de remettre les enfants était supérieur au fait de les laisser à la maison. Après plus de 2 mois à la maison, on trouvait que c'était plus intéressant de les remettre pour eux, pour le côté social, sociabilisation, et pour qu'ils n'intègrent pas l'idée que l'autre est dangereux, que l'autre est à éviter. On s'est dit que l'impact psychologique serait peut-être pire que le moindre résultat pédagogique. D'accord. Alors, Inès, peut-être Oui, alors si je peux réagir. Moi, vous me demandez si j'ai remis mes enfants, je n'ai pas d'enfants. Donc, mais par contre, je suis retournée à l'école. Il faut remettre les enfants à l'école. Moi, je suis retournée à l'école et j'ai vu du début à maintenant l'évolution des règles et de tout ce qui a été mis en place. Alors moi, personnellement, je trouve l'école très anxiogène. Donc, je pense que le côté social que vous évoquez, il est malheureusement mis complètement de côté puisque toutes les règles de distanciation sont super respectées. En tout cas, elles doivent être très respectées, ce qui est très difficile à faire respecter à des enfants de primaire, hein, puisque c'est quand même… oui. Ils vont à l'école quand même pour se retrouver, tout bêtement. Donc, c'est vrai que, surtout après 2 mois de confinement… donc voilà, c'est des règles qui sont très difficiles à faire appliquer. Et donc du coup, on passe à côté, selon moi. C'est même inapplicable, le protocole tel qu'il a été rédigé. Il est inapplicable. Mais en fait, quand je disais sociabilisation, je me mets à la place des enfants. Et je vous assure que mes enfants étaient super contents d'y retourner. Ah oui, c'est certain. Et voilà, malgré le côté anxiogène, etc., et que nous, on trouvait… vraiment. Alors, ce que je dirais, c'est que nous, par exemple, je pense que c'est dans la majorité des élèves, des classes, des écoles, on a accepté petit à petit le retour d'élèves. Donc, au mois de mai, c'était vraiment priorité
aux enfants qui ont un grand décrochage ou dont les deux parents travaillent. Et maintenant, on accepte tous les élèves, dont il n'y a pas beaucoup de parents qui les remettent, mais en tout cas, on accepte plus d'élèves. Et c'est vrai qu'au début, c'était très anxiogène et il y avait très peu de côté social. Là, ça l'est de moins en moins. Donc, il y a de plus en plus d'enfants. Là, on peut commencer à, c'est ce qu'on se disait avec mes collègues, on commence à revoir un peu la forme d'une école, même si on est encore loin de ce qui était avant le confinement, parce que il y a les mètres de distanciation, on est là à répéter à longueur de journée de ne pas se toucher, de ne pas toucher les murs, de ne pas toucher. Enfin, en fait, pour moi, j'étais contente d'aller à l'école, puisque c'est vrai que 2 mois sans voir d'élèves, c'est vrai qu'il nous manque. Mais j'ai rapidement déchanté parce que dans ma classe, il n'y a plus du tout de pédagogie. Alors est-ce qu'on peut comprendre, et là peut-être je m'adresserai à monsieur Diouri, est-ce qu'on peut comprendre que des parents ce climat anxiogène, est-ce qu'on peut comprendre que des parents ne mettent pas leurs enfants à l'école tant qu'ils peuvent les garder? Est-ce que justement il y a deux éléments qui peuvent, alors Inès, elle a un petit peu passé, elle a un petit peu touché un petit peu le sujet en disant que c'est peut-être par souci économique, est-ce que les parents doivent aller travailler et qu'on est obligé de remettre les enfants à l'école et que ça devient moins pédagogique, plus du gardiennage? Est-ce que vous pouvez comprendre, alors surtout, vous êtes directeur du collège, je pense que vous avez été confronté à la mise en place toutes les règles, l'aménagement déjà du collège pour accueillir, et puis faire de la surveillance, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la récréation, au niveau des classes, donc ça va être un petit peu compliqué, et en tant peut-être que parents vous-même, vous êtes tiraillés entre les deux sujets. Moi, c'est simple. Pour ma question, pour mes enfants, j'ai dit tout de suite non. Ils ne partiront pas. Je n'ai pas cherché à comprendre tout de suite par rapport aux risques qu'ils vont prendre et par rapport au temps qui reste pour la fin de l'année. Ça, c'est entre parenthèses. En tant que directeur, donc depuis l'audience du ministère de Michel Blanquer par la commission du 21 avril, la commission culturelle, donc elle a annoncé le retour progressif sur 3 semaines pour les écoles, etc. Et à condition que les conditions sanitaires soient remplies, nous, c'était aussi à la volonté des parents, donc c'était pas imposé. Et donc tout de suite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé l'avis des parents. Donc ils ont répondu à un questionnaire et on sort avec un résultat, une conclusion, 88% des parents ne souhaitent pas que leurs enfants retournent à l'école. Ils souhaitent finalement continuer ce mode d'enseignement à distance. C'est vrai. Excusez-moi, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que Inès, dans votre école, on peut avoir ce chiffre 88% des ça se rejoint en fait. Ah oui, c'est très similaire. Hein. Oui, on va se retrouver. Oui, continuez. Je vous écoute. Oui, d'après les sondages que j'ai eus par d'autres établissements, c'est entre 80 et je pense 88 jusqu'à maintenant, je pense, les plus élevés, mais entre 80, 84, 85. Donc, du coup, nous, ce qu'on a vu que c'était à la base du volontariat, et donc les parents se sont exprimés. Et nous, on a, même si j'étais, enfin moi aussi, ça me manquait l'école, j'étais enthousiaste à l'idée de retourner à l'école, etc. Mais vu qu'après analyse, après étude, on a jugé que c'est dans l'intérêt de l'élève de continuer à l'école, et ça, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est respecter la volonté des parents qui est exprimée par le sondage. Deuxièmement, la prise de risque, c'est vrai, le virus, il est là, on ne peut pas faire abstraction, et surtout, on a des élèves qui sont dynamiques dans la cour, on a une petite cour, on a quand même une petite cour, une grande cour quand même, mais bon, on sait que les élèves, il y aura forcément de contacts, donc si on doit agir sur réduire cette possibilité de contact, c'est-à-dire on doit réduire la présence des élèves dans l'établissement et dans la cour, et donc c'est toute une organisation qu'il faut déclencher. Et après, il y a le protocole, vous l'avez évoqué, il était très contraignant justement, il était presque inapplicable. Et nous, et surtout, en fait, ce qui m'a motivé en fait à maintenir cette décision, c'est que ce mode de fonctionnement a permis aux enseignants de poursuivre, de continuer, d'avancer dans le programme.
Donc, ils avancent très bien et surtout une assiduité des élèves qui est presque à 100%. De temps en temps, il y a 1, 2, 3 élèves qui sont absents et pas toujours les mêmes, etc. Donc, c'était presque un fonctionnement normal. C'est vrai, il y avait un suivi, il y avait des règles qui ont été mises depuis le jour, hein, le premier jour du confinement, c'était le 16 mars. C'était le jour de la réunion, on a mis en place toutes les règles de fonctionnement, etc. Le lendemain, on a commencé progressivement en fait, l'enseignement à distance. Donc, depuis, ça a bien fonctionné. Bien sûr, on était confronté à des difficultés parce que certains parents n'étaient pas équipés comme il faut, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas assez d'ordinateurs ou de tablettes, vu il y a beaucoup de frères, et, dans certaines familles, il y a beaucoup d'enfants. Donc, ils étaient confrontés. Mais avec le temps, on a réussi à faire des ajustements et on a réussi quand même à dépasser ces difficultés-là parce que quand même l'association de parents d'élèves, des enseignants, ils ont contribué, ils ont fait beaucoup d'efforts en fait pour équiper certains élèves. Il y a un partenariat, il y a une sorte de solidarité qui s'est créée automatiquement et donc finalement globalement l'ensemble des élèves ont été équipés, ont été connectés. Est-ce que en tant que collège privé musulman, vous avez pu être aidé par le département ou la mairie ou autre chose par rapport je parle des parents en termes d'équipement. Est-ce qu'ils ont pu bénéficier de quelque chose comme vous êtes en région parisienne? Non, à notre stade, non. Aucune aide, non. C'est-à-dire le protocole qu'on a préparé, parce on avait prévu quand même l'ouverture de l'établissement le 25 mai. Et donc, il y avait un protocole qui a été préparé. Et donc, tout l'équipement, c'était l'établissement qui prenait en charge l'ensemble des équipements. D'accord. De la préparation. Ok, très bien. Alors, monsieur Seriket, vous êtes au collège, donc c'est un autre niveau. Et je sais que ma fille au collège, alors c'est l'entrée en 6e, après les entrées en 5e, et puis on alterne les groupes. Déjà, on fonctionnait en groupe quand il s'agit de matières transversales, SVT, techno. Donc c'était en petits groupes. Maintenant, on va encore réduire les groupes. Est-ce que vous arrivez à gérer, en mélanger le distanciel et le présentiel? Est-ce que ça ne vous fait pas plus de boulot que d'habitude? Et est-ce que il n'y a peut-être pas une discrimination par rapport à des enfants qui décrochent, parce qu'on parle aussi de décrochage. Comment vous arrivez à gérer, et par rapport à vos propres enfants en plus? Alors, concernant mes enfants, moi j'ai également décidé de les envoyer, parce que j'ai un enfant qui est au collège. Donc, ça m'a paru presque naturel de pouvoir l'envoyer et reprendre une scolarité normale, puisque, on va dire, l'ouverture des écoles s'est fait aussi en fonction de la société. Aujourd'hui, on peut aller faire ses courses au magasin, on peut aller au restaurant, on peut aller faire quasiment ses activités. Donc, pourquoi est-ce que finalement, l'école, on n'aurait pas le droit de l'ouvrir? Les lieux de culte également, on commence à ouvrir. Donc, ça me paraissait assez naturel. Du point de vue de l'éducation et de l'enseignement, alors, moi, je ne parlerai pas de gardiennage. En tout cas, mon expérience de l'établissement scolaire dans lequel je suis et de ma pratique, je ne considère pas que le fait que j'ai repris les cours avec les élèves, c'est du gardiennage. Certainement, les pédagogies qu'on a mis en place, par exemple, nous, les chefs d'établissement, ont fait des choix très différents dans la manière de pouvoir réceptionner les élèves. Il y en a qui ont fait ils reprennent tous les élèves, mais ils font des emplois du temps par demi-journée. D'autres, c'était sur la base du volontariat. Et donc, peut-être que les groupes classes étaient différents, c'est-à-dire on pouvait avoir des groupes classes qui étaient mélangés. Alors, mais ça ne nous empêche pas en même temps. Si on retient le chiffre de 80%, je ne sais pas si pareil pour vous, 80% des parents n'ont pas remis leurs enfants. Alors, l'enseignement, vous ne pouvez pas avancer avec certains et pas avec d'autres. C'est ça ce que je veux dire. Mais tout dépend qu'est-ce qu'on entend par avancer. Et je pense dans tous les cas que le contexte actuel fait qu'il y a une notion, on va dire, les connaissances qu'on souhaite transmettre aux enfants. Mais je pense que l'école, c'est aussi au-delà simplement de la transmission de simples connaissances, puisque l'éducation, c'est aussi la socialisation, c'est aussi le rapport à l'autre, à ses camarades, à l'enseignant, à l'institution éducative. Et je pense que ces éléments, il ne faut pas les sous-estimer.
et pas simplement être sur un rapport purement de la connaissance brute. Je dirais dans l'absolu, ce qu'ils n'ont pas appris en 3 mois, ils auront tout le loisir de pouvoir le récupérer le reste des années scolaires, puisque on est capable de lisser son programme scolaire, on est capable de l'aborder de manière différente. Voilà, je dirais le notionnel pur, je dirais moi, ça ne m'inquiète pas sur cette période, et je pense qu'on aura tout le loisir, chacun en fonction de son niveau, de pouvoir le retravailler différemment. Par contre, de pouvoir montrer l'importance du savoir, de montrer l'importance de l'institution éducative, je pense que c'était important de pouvoir les renvoyer. C'est sûr que moi, j'ai des classes en présentiel maintenant et j'ai des classes en virtuel. Et donc, je combine. C'est sûr, ça nous demande du travail, ça demande un peu plus de travail puisqu'il faut en même temps gérer pour une même classe, puisque par exemple, si je prends l'exemple de sixième, il y a des sixièmes dont je dois assurer les cours en présentiel et d'autres sixièmes dont je dois assurer les cours en classe virtuelle. Et d'autres qui ne se connecteront pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la manière d'enseigner, j'utilise 2, 3, 4 manières pour pouvoir permettre aux enfants d'acquérir les notions. Un rythme moins rapide que ce qu'on pourrait faire que si on était que dans du présentiel. Le contexte fait qu'aujourd'hui, il y a cet enjeu d'épidémie et je pense que c'est aussi important de montrer à nos enfants, aux élèves, comment vivre avec et pas simplement se cloîtrer, attendre que les choses passent. Il va bien falloir à un moment donné réajuster notre rythme de vie, notre manière de vie en tenant compte de ce nouveau paramètre. Alors par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous avez un pourcentage d'enfants qui décrochent, qui ne se connectent pas? Comment vous gérez ça, Inès? Est-ce que en CE1, est-ce que les enfants arrivent en distanciel à suivre? Est-ce que ça demande beaucoup plus d'efforts? Déjà, de l'attention en classe quand ils sont là, c'est un peu compliqué. Et à distance, est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué? Est-ce qu'il y a des enfants qui décrochent? Et comment vous arrivez à gérer ces enfants? Vous les appelez? Vous faites comment avec les parents? J'avais coupé pour pas que le bruit. Ouais. Oui, je peux pas cacher que c'est difficile hein, parce que dans les grandes classes, déjà en CM2 ou au collège, on peut faire des classes virtuelles puisqu'ils dépendent pas de leurs parents. Ils se connectent facilement. Mais nous, ils dépendent vraiment de leurs parents. Donc, si le parent n'est pas là, il va pas rentrer facilement sur une plateforme. Donc, on fait pas vraiment de virtuel. Surtout dans ma classe, il y a quand même beaucoup de parents qui travaillaient. Même s'ils ont gardé leurs enfants, ils se débrouillent par la famille. Donc, ils sont envoyés. Moi, j'envoie du travail, mais je ne fais pas de virtuel parce que ce n'était pas possible à mettre en place pour les horaires et par rapport aux parents. Donc, j'ai des retours de parents qui me renvoient le travail fait, mais je vois bien qu'il y en a qui décrochent et je l'ai vu surtout maintenant à la reprise de l'école. On est tous… Alors moi, au début, j'étais très optimiste. Je me disais que 2 mois sans école, il n'y a pas de grand problème. Alors là où on peut relativiser, c'est que l'école primaire, c'est en cycle. Donc, cycle 2, c'est du CP au CE2. Donc, les notions sont quand même vues du CP au CE2. Donc, si en CE1, on n'a pas réussi à voir l'imparfait, ils vont le voir en CE2. Et voilà, donc on peut rattraper un peu le niveau. Ça, c'est quand même assez encourageant. Mais c'est vrai que là, à la reprise de l'école, on a vu des enfants qui n'avaient plus l'habitude de travailler, en fait, tout bêtement. Alors, c'est pas alors on a beaucoup parlé de la Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis comme département un peu pas stigmatisé, mais défavorisé, qui a eu pas mal de soucis. Est-ce que vous pensez que c'est juste un cliché ou il y a vraiment des difficultés par rapport aux parents au niveau du décrochage scolaire moi, je pense du fait que les parents travaillent, puisqu'en oui. Seine-Saint-Denis, les parents travaillent plus que… Enfin, ils n'ont pas forcément tous la possibilité de faire du télétravail. Je pense qu'il y a eu plus de décrochage. Je pense que les parents ne sont pas forcément derrière. Alors, quand je les ai au téléphone, ils ont toute la volonté. Hein. Ce n'est pas une question de… Mais on prend un peu de retard parce que je rentre tard le soir, donc on fait le week-end, donc ça veut dire pendant plusieurs jours on ne travaille pas. Mais j'essaye donc ils sont… Enfin, pour la plupart…
ou alors ils ont une activité, donc ils le font à la maison, mais pouvoir faire l'école à la maison à 3 enfants, c'est compliqué. Enfin, c'est sûr que et j'ai aussi quelques enfants qui n'avaient pas forcément tout l'outil, le matériel informatique pour suivre, hein, c'est sûr. Oui. Bon, remarque, on dit que ceux qui ont maintenu l'activité économique du pays, hein, parce qu'ils travaillaient. Donc, bah oui, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu plus de touchés, hein, de personnes touchées. Enfin, tout ça, c'est lié. Hein. Et au niveau du collège éducation et savoir, est-ce que vous aviez un contact? Est-ce que les parents étaient réceptifs ou vous aviez du mal à appeler les parents pour certains, pour les décrocheurs? Oui, alors, on va parler de décrocheurs. Non, on ne parle pas de décrocheurs. En fait, on n'avait pas de décrocheurs. On avait des élèves qui ont eu des difficultés au début de se connecter faute de moyens. D'accord. Voilà, faute de moyens. Mais après, justement, on a établi une communication avec les parents. On les a eus au téléphone. Les professeurs principaux qui ont joué un rôle très important. Donc, ils ont maintenu une communication permanente avec les parents. On a réussi, en fait, à les réintégrer et depuis, ça s'était réglé. Depuis, on a équipé quelques-uns. Il y en a d'autres qui ont acheté carrément du matériel informatique. Et donc, c'est vrai, peut-être c'est le privé, il est un peu différent du public parce que les parents, ils sont plus regardants. Ils sont, bon, peut-être, je ne dis pas au public, ce n'est pas la même chose, mais bon, là, les parents, nos parents en tout cas, les parents de nos élèves, et ils étaient très réceptifs, tout à fait. D'accord. Alors, moi, j'avais une question aussi qui est arrivée par rapport à un sondage qui a été fait. Je ne me rappelle pas de quel organisme, mais il disait qu'il y avait un tiers des enseignants qui refusaient de revenir enseigner. Est-ce que vous aviez eu des cas, peut-être vos collègues autour de vous, comment on peut comprendre l'angoisse des parents? On a l'angoisse plutôt des enseignants d'avoir peur de revenir ou de se dire ça sert à rien, puisque bon, on a aussi entendu ces derniers temps des syndicats d'enseignants. Hein, au niveau de M. Seriquet, qu'est-ce que vous avez je dirais sur le retour des enseignants, ce qui est fait, c'est qu'on a préconisé également les enseignants qui pouvaient présenter on va dire une certaine vulnérabilité par rapport à la maladie. Eux, ils étaient incités à pouvoir continuer sur le télétravail. Chose qui est normale, je dirais des enseignants qui, pour des raisons de santé, ont été encouragés à pouvoir poursuivre sur le télétravail. Ensuite, dans l'établissement, c'est pas une question, ça sert à rien, on est à la fin de l'année. C'est plus pour raison de santé, mais… Non, c'est plus pour des raisons de santé, je pense. En tout cas, moi, dans l'établissement où je suis et pour les quelques-uns, il y a vraiment eu une demande des enseignants, en tout cas quand les propositions d'emploi du temps ont été proposées par le principal. Il y a vraiment eu des enseignants qui se sont proposés, d'autres qui ont même compensé les enseignants qui, pour des raisons de santé, ne pouvaient pas revenir, donc ont pris des heures supplémentaires pour pouvoir les encadrer, puisqu'ils doivent en même temps assurer le présentiel et en même temps en télétravail. Donc, il y a aussi cette charge-là. Donc, il y a vraiment eu cette implication. Et même pendant la période du confinement, où il y avait un appel qui a été fait pour permettre aux soignants notamment de pouvoir continuer à travailler. Il y avait certains établissements qui ont encadré les enfants de ces personnes. Il y avait aussi des enseignants qui se sont portés volontaires durant le confinement pour pouvoir assurer la continuité pédagogique dans certains établissements. Donc, en tout cas, moi, de l'expérience que j'en ai eue, il n'y a pas eu. Après, bien sûr, il y a toujours l'un ou l'autre, mais nous, globalement, la rentrée s'est faite vraiment avec beaucoup d'entrain et une envie de faire en sorte que ce mois-ci, même si c'est qu'un mois, permette aux enfants vraiment on va dire, de renouer avec le savoir et avec l'éducation. Alors, Inès a été un petit peu d'accord, je crois. Je pense que là où il y a encore la différence entre l'école et le collège, c'est que nous, on a commencé plus tôt. Et on était vraiment à la porte du déconfinement, même, c'était le premier jour du déconfinement. Donc, c'est vrai que je pense que c'est plus mitigé, quoi. Il y a beaucoup d'enseignants qui étaient assez… on était tous un peu… C'était quand même anxiogène. On ne savait pas vraiment si…
le risque de retourner à l'école était plus important que les bénéfices. Enfin, on était quand même assez mitigés. Donc, les professeurs sont venus, à part ceux qui étaient en vulnérabilité. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de questions. Et après, quand on a eu le protocole à suivre, il y en avait encore plus des questions. Mais après, les profs qui sont là sont, au contraire, sont motivés et souhaiteraient de voir peut-être même plus d'élèves pour pouvoir avoir vraiment un rôle à faire. Parce que là, c'est vrai que par moment, quand on fait du gardiennage, c'est pas le métier qu'on Oui, souhaite c'est pas le faire au métier départ. pour lequel. Donc, Alors, on peut comprendre cette angoisse des enseignants. Et là, peut-être qu'avec, on a le docteur Chapek avec nous par rapport à. juste par rapport aux enseignants, parce que j'en Oui, ai aussi parmi mes patients, des enseignants, oui, je confirme qu'il y a eu une très grande angoisse. Après, pas plus que dans la population générale, hein. L'angoisse, elle est présente chez tout le monde, autant chez les parents que chez les enseignants. Mais il y a eu une très, très grande angoisse chez les enseignants au moment du déconfinement et beaucoup sont venus pour chercher un certificat d'exclusion. Quand ils ont su que pour une raison de santé, ils peuvent rester, continuer à faire le télétravail, ils sont venus chercher ce genre de certificat, des fois avec des motifs médicaux vraiment pas très justifiés. C'est-à-dire, d'accord. si j'ai eu tel souci de santé il y a 5 ans, est-ce que ça justifie? Ben non, madame, là, vous êtes bien. Ah, je suis diabétique, est-ce que ça justifie? Ben non, il est équilibré, votre diabète. Donc, la raison de ne pas reprendre le travail, ce n'est pas la raison médicale. C'est parce Mais que ça. ouais. Je voulais pas trop l'évoquer mais c'est tout à fait vrai. Et a priori, là, ils essayent pour le mois de juin d'harmoniser les présences des professeurs. Donc, essayer d'épurer au maximum les entre guillemets, fausses attestations pour rester à la maison, puisque c'est pas normal qu'il y ait des professeurs qui aillent au charbon et que d'autres non. Et comme il manque certains professeurs dans certaines écoles, parce qu'il y a des écoles où il n'y avait pas assez de professeurs, hein. Alors, en termes médical, on peut comprendre. 5 enseignants sur 16 présents. Donc, je ne peux pas penser que tous les autres avaient tous des raisons vraiment médicales justifiées d'être. Mais cette angoisse, elle est peut-être légitime. Est-ce qu'on Oui, peut c'est ça. la considérer elle-même en tant que maladie, qui Légitime. empêche, parce qu'un prof angoissé ne va pas être efficace vis-à-vis de ses élèves? Légitime d'un point de vue médical, je ne dirais pas. Mais elle est compréhensible parce que le climat était anxiogène et les informations qu'on recevait, contradictoires dans tous les sens, bien sûr que ça faisait peur à tout le monde, aux parents comme aux enseignants. Légitime, est-ce que le risque il est à ce point? Plus les jours passent et plus on se rend compte que le risque il a été vraiment, vraiment exagéré par rapport aux enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des derniers retours d'études hier. L'infectiologue de Paris, de Créteil, Robert Cohen, qui a parlé de cette étude avec 605 enfants d'Île-de-France qui ont été tous testés. Et on s'est rendu compte que quand bien même ils étaient parfois porteurs du Covid, ils étaient très, très peu contagieux. Et donc, la conclusion de l'étude, c'était ce ne sont pas les parents qui doivent avoir peur des enfants, mais les enfants qui doivent avoir peur des adultes. Et là, il y a une méta-analyse pareil. Une méta-analyse, ça veut dire qu'on a recoupé les études dans différents pays et toutes les études vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des enfants. Ce ne sont pas des sacs à virus comme on a pu l'entendre. Ils ne sont pas plus contagieux que les adultes. Au contraire, ils le sont beaucoup moins. Alors, la question de l'angoisse des parents, on peut la comprendre. Bon, parce que même avec les études, alors, vous savez, avec les conseils scientifiques et la polémique de l'ANSET sur l'hydroxychloroquine, donc on fait un pas en avant, un pas en arrière. Bon, ça décrédibilise les choses et puis ça rajoute de l'angoisse et de la méfiance. Et c'est un climat qui, alors Inès a dit effectivement le terme anxiogène, je pense que dans ce climat, en tant que médecin, est-ce que il faut rassurer les parents et leur dire que d'ici septembre, les choses iront mieux, qu'il faut retrouver un cycle normal, ou bien il faut maintenir cette vigilance et cette méfiance quand même? Alors, moi, je pense qu'il faut maintenir la vigilance, mais pas plus à l'école qu'ailleurs en vrai. Comme le disait M. Seriket, je suis tout à fait d'accord. Les mêmes enfants qui doivent maintenir 1 mètre de distance à l'école, à 16h30, ils vont au sport et ils sont les uns sur les autres. Donc, il faut être un peu rationnel. Bien sûr qu'il faut rester vigilant. Moi, j'inciterai les gens à être vigilants surtout dans les magasins, dans la reprise du quotidien, mais pas plus à l'école qu'ailleurs en vrai. Donc, maintenant, par rapport à l'évolution de l'épidémie, pour l'instant, c'est assez rassurant. On s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose après le déconfinement. Finalement, pour l'instant, ça va.
Il y a quelques clusters par-ci, par-là, mais il n'y a pas eu de deuxième vague. Donc, c'est assez rassurant. J'espère que ça va évoluer comme ça d'ici septembre. De toute façon, on va surveiller tout ça de très près. Mais je pense qu'il faut desserrer les taux sur l'école. Il n'y a pas de raison de mettre autant de pression sur l'école quand on enlève la pression partout ailleurs. C'est pas logique. Parce que sinon, parce que c'est vrai qu'au début, donc quand on a repris l'école primaire, on n'avait pas toutes ces données, on n'avait pas le retour du déconfinement et tout, donc c'est normal. Et pas normal, puisque si on reprend l'école, faire un dispositif aussi difficile, c'était quand même très compliqué. Mais en tout cas, il faut que jusqu'à septembre, si les données sont aussi bonnes, qu'on rend moins difficile les règles, parce que sinon, pour moi, ça resterait complètement à côté de la réalité, comme vous avez dit. Donc, le quotidien, si tout le monde se prend dans les bras et qu'à l'école, on est obligé de crier sur l'enfant parce qu'il touche le cerceau de l'autre, c'est compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, ça va rendre quelque chose d'anxiogène alors que ça ne l'est plus du tout, quoi. Le bon côté des choses, c'est que du coup, à cause de tout ça, peut-être que les écoles ont pu évoluer aussi au niveau sanitaire. C'est-à-dire qu'on a remis en ordre des choses qui n'étaient pas logiques, en fait. Des sanitaires qui n'étaient pas aux normes, qui étaient sales, qui n'étaient pas assez nombreux, des classes qui étaient surchargées. Ça a permis d'attirer l'attention là-dessus. C'est pas plus mal. Donc, je pense oui. Et puis, ça donne des enfants... Et ça donne des enfants pro en lavage des mains, parce qu'il est là parfaitement bien. Tout à fait. Moi, j'ai ma fille qui me dit, voilà comment on tousse dans le coude et elle enseigne tout ça à ses oncles et ses tantes. Alors, bon, on arrive presque donc, au bout de cette émission. Et donc, par rapport aux téléspectateurs qui nous écoutent, donc il y a beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants. Quel serait votre mot de la fin? Alors, on commence avec le directeur, Monsieur Mohamed. D'accord. Donc, en tout cas, comme vous l'avez dit, hein, cette épreuve du coronavirus donc, a permis quand même aux parents de découvrir, de redécouvrir leurs enfants sur certains aspects. Ils ont appris à les suivre. Ils étaient parfois obligés de le suivre et comprendre comment leurs enfants ils travaillent. Ça, c'était un point positif. D'autres se sont équipés, d'autres ils ont appris de nouveau comment manipuler l'outil informatique, etc. Maintenant, c'est vrai, on demande aux parents, bien sûr, de continuer cette vigilance et surtout ce suivi-là, parce que c'est ce suivi-là qui peut faire la différence pour la réussite de leurs enfants. L'enfant, on a besoin de le suivre en permanence, que ce soit à la maison ou bien dans l'établissement. Nous, maintenant, on travaille sur l'après-déconfinement. Donc, c'est vrai, maintenant, le mois de septembre, on ne sait pas comment ça va évoluer les choses. Mais maintenant, on est en train de réfléchir quand même, mais il faut réfléchir, que ce soit parents et établissements, sur comment, à la rentrée, comment on va assurer cette rentrée-là. Est-ce que le virus aurait disparu complètement Donc, on est en train de travailler sur plusieurs scénarios. Donc, normalement, le travail à distance, il doit rester pour longtemps. Je pense qu'il faut continuer à le repenser, à le développer et peut-être, pourquoi pas, que ce soit un outil qui soit en parallèle de l'enseignement en présentiel. Très bien. Alors, effectivement, on retient que les enfants ont gagné en suivi. Les parents s'intéressent plus à ce que font leurs enfants d'une majorité. Monsieur Seriket. Alors, moi, je dirais pour moi, le côté optimiste, c'est que finalement, on a peut-être, durant cette période de confinement, d'épidémie, reconsidéré la valeur et l'importance d'un certain nombre de biens communs, notamment l'école. Et aujourd'hui, on se rend compte que, de manière générale, les systèmes publics, on les a tellement tendus, ils fonctionnent à flux tendu. Et quand on fonctionne à flux tendu, dès qu'il y a le moindre accroc, on n'est plus capable d'absorber les difficultés puisqu'on n'a pas de marge de manœuvre, les classes sont surchargées, les horaires, les effectifs sont tous et pleins. Donc, dès qu'il y a un petit couac, finalement, il n'y a pas de marge de manœuvre pour pouvoir absorber le choc. Donc, peut-être que ça doit nous amener à réfléchir à la place qu'on accorde à ces systèmes éducatifs, où je pense dans tous les cas que, avant même le confinement, c'est vrai que là, on a découvert peut-être de manière un peu
brutale l'utilisation des soutiens informatiques, mais personnellement, moi, on pratiquait déjà pour certains collègues ce qu'on appelle la classe inversée, c'est-à-dire que on combinait déjà le présentiel avec des outils informatiques. Bien sûr, c'était à moindre dose, avec des plateformes, avec de la recherche qui se développe tout doucement. Mais je pense que ça doit être simplement un complément, puisque l'éducation, l'enseignement, je ne pense pas que ça se fait à travers un écran. Je pense qu'il y a la relation, il y a le contact, il y a beaucoup de choses qui passent dans le contact qu'on n'a pas forcément via un écran, notamment pour des enfants. Très bien. Alors Inès, je suis tout à fait, alors là, 100% d'accord avec Mortal. Pour moi, l'école, c'est avant tout, et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis un peu frustrée. Pour moi, c'est avant tout la sociabilité, enfin, tout ce qui est le tissu social, et pas forcément 100% du frontal, l'instituteur au-dessus de l'élève. Et c'est plus... Enfin, je trouve qu'une classe est plus intéressante quand on fait des ateliers. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, pas trop possible, mais j'espère au vu de ce que disait voilà, quel le docteur, conseil adresser à ceux qui nous regardent? parents, oui. Que déjà, il ne faut pas s'inquiéter pour si vous avez décidé de ne pas remettre vos enfants à l'école, puisque il y aura tout le temps, toute leur scolarité pour continuer à avoir les apprentissages qu'il faut. Et que pour ceux qui décident de remettre leurs enfants à l'école, on réapprend plein de choses, on révise beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que les deux se tiennent. Et là, moi, je vois la différence entre le début de la reprise de l'école et maintenant. On est déjà comme ce qui est autour de nous, hein, dans la vie de tous les jours, c'est moins anxiogène qu'au tout début où on n'avait aucune donnée. Maintenant, c'est quand même autre chose, quoi. Très bien. Alors, le mot de la fin avec notre docteur Shafir. Alors, Oui, on doit rassurer. Oui, faites attention aussi à la face cachée de l'iceberg, à savoir toutes les conséquences négatives qu'il pourrait y avoir au fait de maintenir les enfants à la maison quand on n'a pas les moyens de le faire, que ce soit en termes de patience ou en termes de pédagogie. Donc, sincèrement, pour les parents qui n'en peuvent plus, à mon sens, il faut remettre les enfants à l'école tout en étant rassurés. Ça va bien se passer. Les gestes barrières sont plus que respectés à l'école. Et ça va peut-être s'alléger avec le temps. Mais si ça pose problème de laisser les enfants à l'école, s'ils ne s'épanouissent pas, enfin à la maison plutôt, s'ils ne s'épanouissent pas, si les parents n'en peuvent plus, remettez-les vraiment avec très très peu de crainte. Tout est fait pour les accueillir. Et en termes sanitaires, les données sont rassurantes. Voilà, barakallahu fikoum, c'était très riche. Alors, le temps, il est un peu limité, donc on est obligé de terminer cette émission. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent par votre expérience et aussi vos conseils. J'espère que nos téléspectateurs profiteront de ce retour d'expérience et que les parents surtout soient rassurés et aussi conscients du rôle de l'école et que c'est nécessaire que les enfants reprennent le cours normal dans tous les sens du terme, aussi bien d'un point de vue pédagogique que d'un point de vue relationnel et social. Barakallahu fikoum. Merci à tous et bientôt dans une nouvelle émission sur un débat de société. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Salam alaikum. Alaykoum salam.